En cette nouvelle année, nous reprenons auprès de vous nos rendez-vous mensuels d'information et de veille, en commençant par un sujet très technique, je l'avoue, mais que nous allons tenter de résumer pour vous, la loi de finances 2022. Pour introduire cette présentation, il est nécessaire maintenant que je vous donne quelques informations sur les rouages de fabrication d'une loi de finances, car nous allons y être plongés dès le début. Une loi de finances, ce sont des idées, des propositions de responsables du gouvernement qui sont creusées par des attachés parlementaires. Ensuite, ces propositions sont discutées entre le ministre de l'économie et les services de Bercy. S'ensuit alors l'écriture de cette fameuse loi de finances. Je vais donc laisser la parole à nos spécialistes du sujet, Christine Cabaillet, expert comptable, qui jouera aujourd'hui le rôle de la ministre, et Didier Brun, fiscaliste, qui relèvera le challenge de se mettre dans la peau du haut fonctionnaire de Bercy. Merci à eux de leur intervention, car je sais que le sujet est difficile à synthétiser. Mais les défis ne les effraient pas. Christine et Didier, à vous le micro. Bonjour Madame la Ministre. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bonjour, meilleurs vœux également. Merci. Vous souhaitiez me parler des mesures de la loi de finances, c'est bien ça? Oui, avec la crise sanitaire et tout le contexte, c'est compliqué. Oui, puis ça a coûté beaucoup de sous tout ça. Les caisses sont un peu vides. Certes, mais nous avons de bonnes mesures à proposer. Voyons tout ça. Alors, tout d'abord, il faut que nous préparions notre grand plan de réforme des indépendants. Oui, d'accord, mais c'est pas une loi fiscale, ça. Nous allons réformer le statut de l'entreprise individuelle et la loi devrait sortir en début d'année. D'accord. Oui, ah oui, oui, c'est la loi annoncée par le président. Tout à fait. En fait, nous allons permettre aux entreprises individuelles d'opter pour l'impôt sur les sociétés. D'accord, comme pour toutes les sociétés. Alors, c'est très bien, ça me plaît. Il n'y aura plus de différence entre les métiers, agriculteurs, commerçants, artisans, tout le monde a l'IS. Ce serait juste une option, hein. Ah, bon, et c'est bien quand même. Mais du coup, vous faites quoi de l'EIRL? Le statut de l'URL disparaîtra avec une prochaine loi de finances. Il n'y aura plus d'utilité. Les réformes rendront beaucoup de choses automatiques pour les entreprises individuelles. D'accord, mais alors toutes les conditions pour l'option à l'IS restent. On maintient l'arrêt d'activité fiscale, la taxation des plus-values à l'option, le fait qu'on puisse plus revenir en arrière pendant 5 ans. En fait, comme le IRL, quoi. Oui, mais du coup, on adapte aussi les possibilités d'étalement, comme pour les profits sur stock en agriculture, par exemple. Oui, ça va de soi. Comme c'est une option fiscale, c'est dans la loi de finances, c'est logique. Et ce serait à partir de quand? Dès que la grande loi sortira. Bon, d'accord, ça ne devrait pas revenir trop cher. D'ailleurs, dans le même esprit de favoriser les restructurations d'entreprises, nous allons neutraliser fiscalement les opérations de fusion des sociétés civiles agricoles. D'accord, uniquement agricole. Oui, il y a beaucoup de regroupements dans cette profession pour des raisons de transmission, de rentabilité. Et la plupart du temps, ils subissent les conséquences fiscales d'une vente. Plus-value, réintégration de la DEP, la fameuse déduction pour épargne de précaution, taxation des profits sur stock, sortie fiscale de la moyenne triennale, c'est lourd. Pourtant, un régime de faveur existe pour d'autres secteurs. Alors, nous allons l'étendre et atténuer tout cela. Atténuer, mais atténuer comment? Eh bien, nous allons reporter les plus-values sur immobilisation, imposer les profits sur stock de la société qui absorbe, permettre de garder la moyenne triennale si elle existe, de ne pas réintégrer les DEP en cours, entre autres, etc. Ça va beaucoup atténuer l'impôt sur les opérations. Il faut y mettre des conditions quand même. C'est vrai, et cela sera compliqué à calculer. Mais les agriculteurs sont bien conseillés. Leurs AGC les suivent sur ces sujets. De toute façon, les conseillers seront à leur côté pour évaluer l'impact dans cette évolution. Bon, donc, si je comprends bien, sous condition, les sociétés civiles agricoles pourront fusionner en atténuant l'impôt. Mais alors, il va falloir prévoir les imprimés, les états de suivi fiscaux, etc. Ça va être compliqué. Je vous laisse gérer tout cela. Ce n'est pas finalisé complètement, mais le principe est là. Bon, d'accord. Bon, allez, ça devrait tenir dans le budget.
Ensuite, nous facilitons la transmission des entreprises. Ah, vous touchez au droit de succession? Non, non, Ah bon? pour le moment. Comment ça pour le moment? Peu importe. Ce que nous voulons, c'est exonérer de plus-value les cessions des petites entreprises et des ventes quand le dirigeant part en retraite. Oula, ça va coûter des sous. Pas trop. En fait, vous savez que lors de la vente d'un fonds de moins de 300 000 euros, les plus-values sont exonérées totalement. Oui, c'est dégressif jusqu'à 500 000 euros. Eh bien, c'est bien ça ce que l'on veut. C'est de passer à 500 000 euros au lieu des 300 000 euros pour le total et 1 million pour le dégressif. Ah, c'est lourd quand même. Oui, mais finalement, cela reste des petites entreprises. Oui, c'est vrai aussi. Par ailleurs, quand un dirigeant part en retraite, il bénéficie d'un abattement de 500 000 euros sur la plus-value. Oui, à condition de vendre 2 ans avant ou après sa retraite. Parfait. Avec le Covid, certains n'auront pas pu vendre et le délai de 2 ans va être dépassé. Alors, pour ceux qui vendent après leur retraite, nous passons le délai à 3 ans. Oui, c'est raisonnable. Il nous coûte quand même des sous, ce Covid. Mais ce sera uniquement dans ce sens-là. La retraite d'abord et la cession après. Exactement. Bon, on va compter ça aussi. Madame la ministre, café? Merci. Monsieur Brun. Merci. Cela me fait penser que nous exonérons d'impôts et cotisations sociales et pourboires remis volontairement au personnel en contact avec le public. Tous les pourboires. Oui, enfin, ceux remis volontairement par les clients, pas ceux déjà inclus sur l'addition et payés obligatoirement avec les consommations. D'accord. Donc même ceux qui sont centralisés et répartis par la direction. Oui, ce personnel a souffert de la crise sanitaire. Cela les aidera un peu. Ouais, sacré Covid. Mais bon, certains sont bien payés quand même. Il faudrait mettre une limite de salaire pour que ça s'applique, non? D'accord, 2 SMIC? Oh non, pas le SMIC, 1,2 SMIC. 1,6. Bon, allez, d'accord, 1,6. L'exonération d'impôts et de cotisations sociales pour les salariés payés en dessous d'1,6 SMIC. Reprenons. Voilà, je vous écoute. Nous allons permettre d'amortir les fonds de commerce pour que les entreprises puissent constater la perte de sa valeur. Ben, c'est déjà le cas. Comptablement, oui. Mais vous refusez toute déduction fiscale, n'est-ce pas? Sauf pour certaines situations bien précises. Oui, mais justement, le Conseil d'État vient de nous dire qu'on avait raison de refuser. Ça va être très, très compliqué. Tout ça. C'est pour cela que ce sera temporaire. La mesure durera 4 ans. Pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les amortissements liés au fonds commercial constatés dans la comptabilité des entreprises seront déductibles fiscalement. On va faire des charges, puis ça va nous coûter des sous. Et puis quand même, ça vient à l'encontre du Conseil d'État. Sans doute, mais c'est une mesure pour aider un peu les entreprises suite à la crise. Dit comme cela, plus le fait que ce soit temporaire, la mesure n'est pas réellement contraire à la jurisprudence. Le principe de non-déductibilité reste, vous êtes content, mais on allège pour 4 ans. Bon, d'accord. Si c'est temporaire, d'accord. Au fait, ça marchera aussi pour les fonds agricoles. Ah bon? Mais je n'ai pas vu dans le texte, ça. Non, mais comme ce sont les mêmes règles. Bon, on laisse comme ça. Alors. Oui, nous confirmerons oralement que cela marche aussi en agriculture. Tenez, à propos d'agriculture, enfin d'agroalimentaire, nous changeons le taux de TVA applicable aux denrées animales destinées à l'alimentation humaine. Il est actuellement à 10%. Nous le passons à 5,5%. Que les produits vendus soient transformés ou non. Voilà, ça fait beaucoup de produits, ça. Oui, les céréales, blé, orge, colza, etc. Grains, graines, bulbes, tubercules, semences et plants. Ou pour le règne animal, les animaux de boucherie, de charcuterie vivants ou morts, bovidés, ovidés, caprins, équidés. Mais il va falloir qu'ils adaptent leur préfecture, alors. C'est vrai, mais c'est plus logique comme cela. Il n'était pas très cohérent que la viande achetée soit à 5,5%, alors que l'animal dont elle provient soit taxé à 10%. Ça faisait des rentrées pour l'État. Pas vraiment. Toutes ces ventes ont le plus souvent lieu entre assujettis. Ce sera neutre. On la paye d'un côté, on la récupère de l'autre. C'est le principe des vases communicants. Ouais, aussi.
Donc, pas de sous à dépenser. On peut continuer et parler aussi des conjoints collaborateurs. Oui, mais tout autre sujet, c'est pas du tout fiscal, par contre. Ça sera une fois les changements opérés. Vous vous rappelez qu'il y a 3 statuts possibles pour ceux qui travaillent avec leur conjoint. Le conjoint du chef d'entreprise peut être soit conjoint collaborateur, soit salarié, soit associé. Les 2 derniers, salariés et associés, sont quand même plus valorisants. Seulement, on s'est aperçu que le statut de conjoint collaborateur, même s'il est moins valorisant et valorisé, était beaucoup utilisé. Et que les conjoints y restaient des années. Alors, nous limitons ce statut dans le temps. D'accord. Et pour tout le monde, alors, artisans, commerçants, agriculteurs? Oui, pour tout le monde. Le conjoint ne pourra plus rester conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans, à compter du 1er janvier 2022. Donc pas plus loin qu'en 2026, pour ceux en cours. C'est cela. Après 5 ans, ils devront opter pour l'un des 2 autres statuts, salarié ou associé. Tout cela sera bien plus protecteur et valorisant. Ils vont devoir anticiper tout ça pour bien choisir. On en revient aux conseillers des AGC, comme par exemple ADO. Ils sauront expliquer et tirer les conséquences de ces changements. Mais pour vous, cela va engendrer des déclarations qui vont changer de nature pour ceux qui passent d'un statut à l'autre. Oui, mais ça, on saura gérer. Ça concerne tout le monde, mais c'est quand même très utilisé en agriculture, ce statut. C'est vrai. D'ailleurs, à ce propos, nous prorogerons le crédit d'impôt pour l'agriculture biologique. On doutait un peu, on va dire. Et nous étendrons le crédit d'impôt pour remplacement des exploitants agricoles en cas de maladie. Mais surtout les congés jusqu'à présent. C'est toujours à cause du Covid. Un peu, mais pas seulement. C'est une mesure équitable. On ne fait pas exprès de tomber malade. C'est vrai. Sacré Covid quand même. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais je vois que mon rendez-vous m'attend. Je dois vous laisser. D'accord, eh ben, au revoir Madame la ministre. Au revoir. Alors, dis donc. Au fait, je voulais juste voir l'essentiel des mesures, mais je vous ai tout laissé sur votre bureau. D'accord, tout ça. Je ne sais pas comment les gens font pour se faire retrouver. Heureusement qu'ils ont des comptables et des conseillers. Un grand merci à Christine et Didier pour cette intervention haute en couleurs, synthétique et très intéressante. Vous avez tenu le job en 20 minutes. La présentation a été faite sur ces nouveautés de la loi de finances. Vous avez réussi à nous la rendre facile d'accès, y compris pour les non-fiscalistes que nous sommes, donc bravo. Vous en avez l'habitude, nos pauses gagnantes résument en 20 minutes ces sujets et nous sommes toujours à votre disposition ensuite pour approfondir les thématiques avec nos experts. Merci à tous de votre attention. Nous avons donc entendu les principales évolutions de cette loi de finances 2022. Nous avons centré cette intervention autour des mesures concernant les entreprises, vous l'aurez compris. Mais certains points, comme des crédits d'impôt par exemple, concernent les particuliers. Si vous êtes intéressé par les mesures qui impactent les particuliers, je vous invite à consulter l'Éco 109 qui va être finalisé d'ici peu de temps et reprend plus dans le détail les mesures de la loi de finances. N'hésitez pas également, bien entendu, à solliciter votre comptable pour toute question liée à votre entreprise. Enfin, je vous annonce d'ores et déjà le thème de notre pause gagnante du mois prochain, qui est tout à fait d'actualité en ce moment. C'est comment faciliter vos recrutements en valorisant votre entreprise et ses atouts. Et maintenant, cette fois, j'en ai fini. Je vous laisse la parole pour vos questions. Alors, pour le moment, en attendant les premières questions, moi, j'en ai une quand même sur les conjoints collaborateurs pour Didier et pour Christine. Comme c'est une question qui concernera, je pense, pas mal de conjoints. Mon mari, par exemple, a le statut de conjoint collaborateur depuis 2019. Quand doit-il prendre une décision? Est-ce que c'est 5 ans à partir de 2019, puisqu'on va plafonner à 5 ans, ou 5 ans à partir d'aujourd'hui? Ça dépend des métiers. Donc, alors, si mon mari est artisan commerçant, par exemple. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a effectivement il y a une clause de sauvegarde dans la loi. Pour les artisans commerçants, elle est inscrite dans la loi, où effectivement, on ne
tient pas compte des statuts en cours, c'est-à-dire qu'on va bien démarrer à partir du 1er janvier 2022. C'est-à-dire que de base, il va bien y avoir un temps et laisser du temps aux gens pour aller jusque 5 ans après le 1er janvier 2022. Pour tout ce qui est le monde agricole, alors c'est un tout petit peu plus compliqué, mais ça devrait faire la même chose, puisque effectivement la clause de sauvegarde n'est pas apparue dans le texte, ce qui a un peu inquiété au début, mais on a quand même de grosses assurances de la part des caisses sociales, de la MSA en l'occurrence, qui dit qu'il y a de très fortes chances, et c'est quasi acquis, que la clause de sauvegarde s'applique. Donc eux aussi auront 5 ans pour se décider. Donc il n'y a pas d'affolement, on a le temps de s'en inquiéter et de bien regarder quel est le statut qu'il faudra choisir. Alors est-ce qu'il faut attendre la date limite? Pas forcément. C'est à prendre contact avec les conseillers à partir du moment où la réflexion est menée. Mais donc il n'y a pas de clause couperet, notamment pour des gens qui seraient déjà à 5 ans à partir du 1er janvier 2022, qui du coup se retrouveraient d'un seul coup sans statut. Il y a bien une clause de sauvegarde. D'accord. Donc, il n'y a pas une urgence. Par contre, on l'a vu dans les différents statuts abordés par Christine tout à l'heure, certains prennent un petit peu de temps à être mis en place car ils nécessitent des opérations préalables. Ce n'est pas forcément si simple que ça. Un statut de salarié, ça peut aller assez vite. Ça se calcule, mais ça peut aller assez vite à mettre en place. Un statut d'associé, c'est forcément un petit peu plus long. D'accord. Alors, je vais essayer de prendre les questions qui arrivent dans l'ordre. Nous avons donc une question sur les évolutions notables. Y a-t-il des évolutions notables sur la CFE et la taxe foncière, je pense? Notable, non. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la loi de finances. Il n'y a pas d'exonération particulière. Ce qu'on peut noter, c'est... mais là, on détaillera plus effectivement dans l'éco 109 aussi. C'est la fin de certaines zones aidées et le maintien de certaines exonérations qui ont pu exister. Parce que certains dispositifs de zones, alors les zones, il y en a des tonnes, zone franche urbaine, TRDP, etc., etc. Certaines s'arrêtent, certaines perdurent, et entre autres les exonérations de CFE. Effectivement. Ça, on y reviendra dans le détail, mais il n'y a pas de grosse réforme de ces deux taxes-là. D'accord, merci Didier. Alors, je passe à la question suivante. Les seuils de plus-value sont-ils des plus-values ou des valeurs de cession? Ça dépend de la mesure. En fait, il y a deux mesures de changer. Il y a deux articles qui concernent les cessions d'entreprise. Il y a une première mesure où, quand on parle d'exonération, notamment des 300 000 euros, et qui passerait à 500 000, là, on parle bien de valeur de vente. Effectivement. C'est-à-dire que pour un fonds vendu inférieur à 500 000 euros, il y aurait une exonération des plus-values qui va engendrer. À côté de ça, il y a une deuxième mesure qui est pour les dirigeants qui partent en retraite. 250. Oui, 150 pardon, l'article, voilà. 2 ans qui prennent la retraite 2 ans avant ou 2 ans après la session. Et là, par contre, c'est un abattement sur la plus-value. Voilà. Donc, en fait, il y a deux mesures. Il y a deux choses qui sont augmentées. D'accord. Qui sont augmentées. Il y a la première mesure sur la valeur de vente est augmentée. La deuxième, ils ont reporté le délai à 3 ans parce que les gens ont pris leur retraite avant de vendre, espéraient bien vendre, ils ont pris leur retraite en 2020, sauf qu'entre-temps, la crise sanitaire, etc., a fait que les ventes d'entreprises ont été très compliquées. Donc, du coup, ils reportent à 3 ans, ils laissent un petit peu de délai. Donc, il y a deux modifications majeures. Ouais. Deux mesures différentes. Merci. Alors, une question sur la TVA. Je voudrais savoir à partir de quand les factures concernant les achats et ventes de bovins seront passées à 5,5. C'est fait. 1er janvier 2022. C'est déjà passé. OK. Alors, après 5 ans, pour le conjoint collaborateur, comment fait-on? Il faut choisir un statut, un autre statut. Donc, soit associé, soit salarié. Voilà.
Donc, effectivement, si on part sur un statut de salarié, il y a à mettre en place tout ce qui est contrat de travail, bulletin de salaire, etc. Si on part sur un statut d'associé, puisque c'est les deux statuts effectivement qu'il resterait, là, le travail peut être un petit peu plus longue haleine, puisqu'on peut partir éventuellement sur déjà une session de part sociale, donc une évaluation de part sociale, des statuts à modifier, des contrats de cession à réaliser. Donc, en termes de travail préalable, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et voilà, les options, c'est associé et si on veut garder un statut sur la structure, associé ou salarié. La réforme, c'est bien de limiter dans le temps la possibilité d'être conjoint collaborateur. Bon, un choix, hein. C'est une réforme. C'est vrai que l'on constate dans la pratique qu'il y a quand même beaucoup de conjoints collaborateurs qui vont au-delà des 5 ans. Hein. Donc c'est vrai que là-dessus… Dans l'esprit du législateur, c'est ce qu'on dit un peu dans le dialogue, peu importe qu'on soit d'accord ou pas, ou qu'on pense ou non, hein, dans l'esprit du législateur, conjoint collaborateur, c'est un pis-aller. Il a toujours considéré que c'était un pis-aller. C'est un statut en attente. Bon. Et c'est vrai que comme il constate que ce sont des statuts qui perdurent, il préfère d'autres. Il a limité dans le temps. Il a décidé de limiter dans le temps. C'est cela. Très bien. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Non, on a peut-être fait le tour. Je pense que je vais peut-être juste faire une petite remarque. À 2 reprises, hein, c'est vrai que c'est peut-être un peu le défaut des lois de finances, hein, c'est qu'il y a le pose de grands principes et qu'on attend derrière tout ce qui est, vous savez bien, hein, décret d'application, commentaires de l'administration fiscale, hein, de Bercy, qui des fois a des commentaires en précisant les choses. Alors les précisions sont parfois compliquées. Et vous avez pu remarquer que, notamment en agriculture, hein, on a eu deux fois un texte qui ne prévoit pas la mesure. C'est l'histoire du fonds agricole à amortir et l'histoire des conjoints collaborateurs avec la clause de sauvegarde. Dans les 2 cas, on n'a pas la mesure dans le texte, mais les administrations, ou les caisses sociales, ou etc., assure que ce sera fait comme ça. Le ministre a dit oralement, on garantit que le fonds agricole sera concerné. Les caisses sociales nous disent il y aura bien une clause de sauvegarde. Force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas de texte. Quand on est juriste ou expert comptable comme Christine, on est toujours un peu embêté quand on n'a pas de texte. Hein. Ça, je vous avoue qu'on aime bien voir que ce soit bien écrit. Alors, j'ai une dernière question. Qu'entendez-vous exactement par fusion de sociétés agricoles? On en a parlé au début. Est-ce que, par exemple, la création d'une deuxième société en plus de la première entre dans le cadre? Non, la fusion, c'est bien 2 sociétés qui fusionnent. Alors, il y a plusieurs cas de figure, hein. Il y a plusieurs possibilités de fusion. Vous pouvez, soit l'une absorbe l'autre, soit les 2 sont absorbés par une troisième qu'on crée pour l'occasion. Mais non, ce n'est pas la création d'une deuxième société, d'une filiale ou quelque chose. Ça, ce n'est pas une fusion en soi. Et j'ai une question sur les conjoints collaborateurs. Il y a des gens qui réagissent vite. Oui, voilà. Si j'ai 2 sociétés, est-ce qu'on peut basculer le conjoint collaborateur sur la deuxième et repartir pour 5 ans? Je vais vous dire qu'on va attendre les commentaires, mais ça m'étonnerait puisque votre conjoint n'est pas conjoint collaborateur de la société. C'est votre conjoint collaborateur. Donc, pas trop, quoi. Donc, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Alors, on est conjoint collaborateur, on est conjoint collaborateur, et elle n'est pas conjoint de la société. Donc, peu importe le nombre de sociétés. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Donc, je pense que nous allons pouvoir arrêter là. Et puis, je remercie nos intervenants, je remercie les participants. Et puis, je vous dis au mois prochain pour notre prochaine pause gagnante, du coup, plus orientée sur les employeurs de main-d'œuvre. Voilà, merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.